Le sionisme, voilà un mot qu'on entend tout le temps, un mot qui déchaîne les passions, mais qu'au fond, on connaît souvent assez mal. Alors, au-delà des polémiques actuelles, qu'est-ce que c'était vraiment, à l'origine? On va plonger ensemble dans l'histoire pour essayer de comprendre l'idéal qui l'a fait naître, et surtout pour voir comment cet idéal a résisté, ou pas, à l'épreuve de la réalité. Bon, pour commencer, repartons de la base. Qu'est-ce que c'est concrètement le sionisme? Si on prend la définition de référence, eh bien c'est un mouvement qui a plusieurs visages. C'est à la fois politique, nationaliste, mais aussi intellectuel et culturel. Mais derrière tout ça, l'objectif central, lui, il est très clair. Il s'agit de fonder un territoire souverain pour le peuple juif qui, à l'époque, était dispersé un peu partout dans le monde. Et c'est justement cette tension entre l'idée de départ et ce qui s'est passé ensuite qui est super intéressante. Parce que, au-delà de la définition, ce qu'on veut comprendre, c'est le projet dans son ensemble. Quels étaient les rêves des fondateurs, exactement, et que sont-ils devenus aujourd'hui? C'est ça qu'on va essayer de démêler en se basant uniquement sur les faits historiques. Alors, pour bien comprendre le sionisme, il faut d'abord se demander, mais à quel problème est-ce que ça répondait? Parce que, attention, ce mouvement n'est pas né comme ça dans le vide, non. Il est la conséquence directe d'une crise très profonde. La montée en puissance, et souvent très violente, de l'antisémitisme en Europe au XIXe siècle. Et tout s'accélère vraiment à la fin du 19e. Regardez, en 1881, des pogroms terribles éclatent en Russie. C'est un véritable électrochoc. Cette violence, elle pousse un médecin, Léon Pensker, à publier un an plus tard un manifeste qui va tout changer. Et puis 15 ans après, en 1897, Theodor Herzl prend le relais et transforme ses idées en un vrai mouvement politique international. En fait, en moins de 20 ans, on est passé d'une idée radicale à une force politique mondiale et organisée. Et ce moment clé, le voilà. C'est le premier congrès sioniste à Bâle. Là, on change complètement d'échelle. On n'est plus dans des discussions entre intellectuels, non. On a des délégués qui viennent de 16 pays différents. Toutes les idées qui flottaient un peu partout se cristallisent et ça devient une vraie force politique bien structurée. On peut dire que c'est vraiment l'acte de naissance politique du sionisme. Justement, le parcours de ce Léon Pinsker est très révélateur. Au début, c'était un intellectuel qui croyait dur comme fer à l'assimilation. Pour lui, les Juifs pouvaient et devaient s'intégrer complètement dans les sociétés européennes. Mais la violence des événements, la réalité de l'époque, l'a forcé à admettre que ça ne marchait pas. C'est un constat d'échec qui l'a poussé à tout remettre en question. Et son diagnostic qu'il pose en 1882, il est sans appel. Il faut se rappeler que Pinsker était médecin et il utilise des mots très cliniques, presque chirurgicaux. Pour lui, l'antisémitisme, qu'il appelle la judéophobie, ce n'est pas juste un préjugé qu'on pourrait combattre avec des arguments. Non. Il voit ça comme une pathologie sociale, une maladie, transmise de génération en génération et qu'il considère incurable. À partir de ce constat, la conclusion est logique, et elle est radicale. Pour ces premiers penseurs, le cœur du problème, c'est l'absence d'une terre. Sans cet ancrage, les Juifs seront toujours vus comme des étrangers, et leur sécurité dépendra toujours de la bonne volonté des autres. C'est une situation qu'ils jugent tout simplement intenable, et qui appelle donc une solution tout aussi radicale. Ok, le diagnostic est posé. Un problème jugé incurable. Alors, quelle solution imaginer? C'est ce qu'on va voir maintenant. On passe à la deuxième partie, le projet sioniste, un plan vraiment ambitieux, en 3 grands axes. Pour bien comprendre ce projet, on peut s'appuyer sur l'analyse de l'historien Ilan Greil-Sommer. Il le résume en 3 objectifs fondamentaux. Premièrement, un objectif démographique, l'idée du rassemblement des exilés, pour mettre fin à la dispersion, à la diaspora. Deuxièmement, l'objectif politique, le plus évident, la création d'un État juif souverain. Et enfin, et c'est souvent celui qu'on oublie, un objectif spirituel et moral. Il ne s'agissait pas seulement de créer un pays, mais de transformer l'individu et la société. C'était un véritable projet de civilisation. Et ce fameux objectif spirituel, il tourne autour de l'idée du juif nouveau. C'est vraiment au cœur du projet. L'idée, c'était de provoquer une sorte de régénération, de forger un individu différent, fort, en bonne santé, autonome et surtout connecté à la terre par le travail manuel. C'était une manière de rompre complètement avec les stéréotypes associés aux juifs de la diaspora. L'ambition finale, ce n'était pas juste de construire un État, mais bien une société modèle, qui pourrait être, selon leurs termes, une lumière pour les nations. Bon, on a vu l'idéal, le projet sur le papier, un projet immense. Mais évidemment, entre le rêve et la réalité, il y a souvent un monde. Ce qui nous amène à notre 3e et dernière partie, l'heure du bilan. Comment ce grand plan s'est-il confronté à l'épreuve des faits, à l'histoire? Alors, un point absolument crucial à comprendre, il n'y a jamais eu un seul sionisme. Il y a eu des sionismes, et ils étaient souvent en conflit les uns avec les autres. La grande fracture, elle opposait principalement 2 visions.
D'un côté, on avait le courant majoritaire, le sionisme socialiste, qui était plutôt pragmatique et ouvert à l'idée de compromis territoriaux, et de l'autre, le sionisme dit révisionniste, beaucoup plus dur, beaucoup plus intransigeant, qui lui refusait toute concession sur la terre et qui misait avant tout sur la force. Et cette division, elle est parfaitement incarnée par ces deux visages. D'un côté, Theodor Herzl, le fondateur politique, le diplomate, qui cherchait à tout prix la reconnaissance internationale, et de l'autre, Vladimir Jabotinsky, le penseur du sionisme révisionniste, dont les idées vont devenir la base idéologique de toute la droite israélienne moderne. On a donc deux hommes, deux stratégies, et finalement deux visions de l'avenir qui sont radicalement opposées. Pour Jabotinsky, il ne fallait pas se faire d'illusions. La négociation, ça ne mènerait à rien. Sa philosophie, qu'on a appelée la doctrine du mur de fer, elle est très claire. Il pensait que seule une démonstration de force, une force inébranlable, pourrait garantir la survie d'un futur État juif. C'est cette force, selon lui, qui finirait par obliger ses voisins à accepter son existence. Sa citation résume tout. Si la cause est juste, elle doit l'emporter, qu'on soit d'accord ou pas. Alors, plus d'un siècle après, quel bilan on peut tirer de tout ça ? Si on reprend les trois objectifs de départ et qu'on suit toujours l'analyse de Grey-Sammer, le résultat est, disons, contrasté. L'objectif politique, la création d'un État souverain, c'est un succès incroyable, dit-il. L'objectif démographique, la fin de la diaspora, c'est un succès partiel. Mais c'est sur le troisième point, l'objectif spirituel et moral, le rêve de créer une société modèle, que le fossé entre l'idéal et la réalité est le plus grand. Mais alors, pourquoi un tel écart sur ce plan-là ? Grey-Sammer met le doigt sur plusieurs ironies de l'histoire. Par exemple, au lieu de la société pluraliste et unie dont rêvaient les fondateurs, on a de profondes fractures, notamment entre religieux et laïcs. Le grand rêve socialiste des pionniers, lui, a laissé la place à une économie très capitaliste. À tel point que, selon l'analyse de Grey-Sammer, Israël est devenu le pays occidental avec les plus grands écarts entre riches et pauvres. Au final, la conclusion de cette analyse est vraiment tout en nuances. D'un côté, il y a la reconnaissance d'une réussite politique absolument extraordinaire, mais de l'autre, on ne peut pas ignorer une certaine amertume, une sorte de nostalgie face à des idéaux qui n'ont pas été atteints. C'est un héritage qui est donc très complexe, un mélange de succès et de rêves inachevés. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à la question qu'on se posait au début. Maintenant qu'on a vu le projet de départ, dans toute sa complexité, avec ses ambitions gigantesques, mais aussi ses contradictions, est-ce que ça ne change pas un peu la manière dont on regarde les réalités d'aujourd'hui ? Comprendre d'où l'on vient, c'est peut-être la meilleure façon de comprendre où l'on est.